niveau de l'Université Lyon 1, mon collège de médecine générale m'avait demandé de faire un petit peu le point sur l'éthique et ce qui se faisait, parce qu'on travaille notamment beaucoup avec les anthropologues pour former les médecins et notamment les futurs médecins généralistes. Et donc j'ai eu l'occasion de commencer à prendre contact avec des anthropologues, Nicolas Chopier, d'autres personnes. Et puis Léo est arrivé avec sa mission et donc finalement la mayonnaise a pris parce que c'était tout à fait dans le sujet. Je crois que dans son rapport, il reprend des éléments extrêmement importants et qui en fait émanent des chercheurs, émanent de nous tous. Alors, initialement, l'action c'était, voilà, en dehors des sciences dures, enfin je ne parle pas que de la médecine, je suis médecin, mais en dehors des protocoles de recherche qui sont soumis au CPP, beaucoup de chercheurs en sciences humaines ou autres voient des projets de publication, par exemple, qui sont bloqués parce qu'il n'y a pas eu de soumission à des comités d'éthique. Ça, c'est très concret. Et donc, ces chercheurs travaillent, ne peuvent pas porter à la communauté internationale leur travail parce qu'il n'y a pas de comité d'éthique qui a porté un regard sur leur travail. Et je ne parle que des résultats parce que, comme Léo l'a dit, il y a tout en amont, il y a tout ce qui se fait en amont. Et donc, il y a vraiment une nécessité d'inclure tout le monde. Alors, la transversalité, on en a beaucoup parlé. Et dans ce projet Piersu, je crois qu'on se retrouve tout à fait. Il faut arriver à mutualiser les compétences de chacun pour que le travail qui est réalisé soit porté non seulement au niveau national, mais il faut avoir une vision un petit peu plus large. Et Léo, tout à l'heure, a parlé de l'international, c'est réel. Une université, alors je ne parlerai pas du psychodrame du classement de Shanghai, mais l'université, elle doit rayonner dans le monde. Et pour ce faire, il y a différentes façons de le faire, mais la publication est un élément parmi tant d'autres. Si on veut lâcher de façon importante le travail, les compétences au niveau international, il faut que nous, déjà à Lyon, on intervienne et qu'on encourage les chercheurs via des comités d'éthique à donner un avis sur un travail de façon à ce que tout le monde, aux États-Unis et dans les autres pays, puisse en prendre connaissance. L'autre point que j'aimerais signaler avec ce projet, c'est qu'on est dans un monde évidemment qui change. On a des pays qui sont dits émergents, qui à mon avis ont commencé à émerger depuis un certain moment, et eux, ils réfléchissent là-dessus, et eux aussi sont orientés vers la publication notamment. Donc je pense à la Chine, à l'Inde et à d'autres pays. Et donc il va falloir qu'on se positionne. Ce dispositif, à mon avis, est un moyen pour Lyon, en tant que métropole, de se positionner dans le monde. Voilà. Donc c'est un projet qui est très ambitieux. Pourquoi est-ce que je vous parle au niveau international? Parce que, comme le disait Léo tout à l'heure, c'est quelque chose qui va utiliser les ressources existantes. C'est une structure interactive qui a besoin d'une impulsion politique, clairement. C'est-à-dire que si on ne veut pas rester sur un état des lieux et une discussion entre amis, il faudra à un moment donné qu'une ou des personnes aient une vision à long terme, mais à long terme sur les années qui viennent, pour que ce projet puisse être impulsé, pour donner rapidement des résultats. On a toujours la possibilité d'attendre que les choses se fassent ou d'agir. Quand on attend, il faut savoir que dans le monde, il y a des gens qui, eux, avancent. Et donc, on perd. Non seulement on ne fait rien, mais on perd 5 ou 10 ans pour que les choses se mettent en place. Il ne faut pas être défaitiste. Moi, je suis assez optimiste sur mon université et sur la Commuée. Je crois qu'ils ont bien conscience de cet intérêt. Il faut vraiment acter de façon concrète. Par rapport à la recherche biomédicale et au CPP, puisque c'est un peu ma branche, je suis titulaire au CPP Sud-Est 3, donc j'interviens dans la partie scientifique pour les protocoles de recherche, mais qui concernent les protocoles sur la personne humaine. Il y a un grand chambardement actuellement qui est en train de se faire parce que la loi française va s'aligner sur une réglementation européenne. Et donc la fameuse loi Jardé dont Léo a parlé tout à l'heure, qui a quand même mis 4 ans à arriver à être votée, il faut le savoir. Elle a démarré en 2009 et elle a été actée fin 2012. Eh bien, cette loi n'était pas appliquée. Pourquoi? Parce que, alors qu'elle était votée, le règlement européen avait changé. Et alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que cette année, en fait, la partie réglementaire, c'est-à-dire, vous savez que la loi, si je fais très simple sans être juriste,
La loi, c'est quoi? C'est un jeu de société dans lequel vous avez des pièces. Donc vous avez le carton, vous avez les petits bonhommes, enfin un jeu de société. Et puis quand on ouvre un jeu de société, qu'est-ce que l'on cherche? On cherche un papier qui s'appelle le règlement. Comment est-ce qu'on joue? Eh bien ce fameux règlement, il a mis du temps à arriver, et enfin il est arrivé. Et ce règlement était en suspens, il remet en cause, et enfin il explique concrètement comment on va jouer. Et du coup la loi française va être obligée de s'adapter. Ça va encore demander 2-3 ans, parce que c'est le temps moyen pour que les choses se fassent. Donc les juristes estiment qu'en 2016 peut-être, on aura de nouveaux textes qui vont sortir. Donc la loi Jardé, elle existe, elle n'est pas appliquée, et pour autant elle va déjà être modifiée. Voilà, il faut quand même le savoir. Et on est en fin 2014, et donc peut-être que 2016, on aura des décrets d'application, mais ce n'est pas certain. Entre-temps, l'heure tourne, et donc le projet que Léo propose est une réponse à apporter en attendant que les choses se mettent en place. Sachant que lorsque cette loi sera peut-être modifiée, toilettée en tout cas, elle concernera tout ce qui est en lien avec la recherche au sens large, puisque dans l'idée du législateur, c'était censé intégrer non seulement les recherches interventionnelles, mais aussi les recherches non interventionnelles au sens large. Donc autant vous dire que cette loi est censée absorber tout. Donc aussi bien ce qui se fait en sciences humaines que dans tous les domaines. Ça, c'est l'esprit du législateur. Comment est-ce que ça va être mis en place? On ne le sait pas trop. On verra le décret d'application. Du coup, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça ne va pas faire doublon avec le dispositif qui pourrait être mis en place? Parce que finalement, c'est légitime. Est-ce qu'on n'est pas en train de créer ou de penser à un dispositif qui finalement va faire pchit dans 3 ans? Alors, je crois qu'on peut raisonnablement dire qu'on ne peut pas tout centraliser et qu'actuellement, le projet qui est proposé, donc le projet Pierre-Su, à mon avis, sera quelque chose, lorsque ça sera mis en place, qui sera un aidant par rapport à cette loi, parce qu'on ne peut pas tout centraliser dans une loi. Et je ne crois pas que ça fera doublon. Je pense que le législateur sera content que ça existe, parce que d'abord, ça sera le système Pierre-Su sera au cœur de la cité, au cœur de la commune, de la métropole. Donc ça, c'est quelque chose de très concret. Et donc, ça sera quelque chose qui sera apprécié. On ne peut pas tout ramener au Saint-Siège à Paris. Et donc, ce ne sera pas, à mon avis, un doublon à cause de ça, parce qu'il y a des moyens humains qui seront déjà existants au sein de la commune. Voilà. Voilà ce que je voulais à peu près dire sur ce projet, qui en fait reflète les échanges, encore une fois, que l'on a eu au cours de cette année et demie, puisque c'est le travail qui est le fruit d'un an d'entretien, comme Léo l'a dit. Et finalement, les chercheurs, les maîtres de conf avec qui on a discuté, ont dit « Ok, tout ça c'est bien gentil, mais on fait quoi? So what ?» Tout le monde est en attente. Je pense que ce projet a le mérite d'exister, qu'il utilise des éléments qui existent déjà. Et je crois que ce serait finalement une réponse à une vision à moyen terme et à long terme des enjeux, du véritable enjeu qui est en train de se dessiner au niveau national, mais au niveau international, ayant une vision éthique de l'international. Voilà. J'aurais, je crois, 3 choses à dire. La première concernerait des questions que je pourrais résumer autour des mots qualité, innovation, motivation. La deuxième, qui sera un peu plus négative, sur les difficultés que je vois aujourd'hui dans la situation lyonnaise. Et puis la troisième, voilà, un certain nombre de convictions malgré tout. Donc la première chose, qualité, innovation, motivation. Alors c'est vrai que je crois que, enfin moi j'enseigne dans une école d'ingénieurs et en fait ce qui est très fort aujourd'hui quand je vois ce que font nos ingénieurs, c'est que en Europe et en France en particulier, on a mis quand même beaucoup d'emphase sur les questions de qualité.
Et je crois que l'exigence éthique, elle fait partie complètement de notre souci d'une qualité totale, pas simplement pour les entreprises, mais aussi pour les universités, les organismes de recherche. Et que cette qualité, pour nous, c'est, enfin, quand même dans le contexte actuel, un des moyens de se démarquer et d'avoir un petit peu une marque de fabrique. Donc je pense que plus on sera exigeant en termes de qualité, nous enseignants sur notre formation et cette réflexion sur le sens de notre enseignement, dans nos publications aussi sur le sens de ces publications et pas simplement sur la quantité de ces publications, j'ai l'impression que voilà, il y a quand même quelque chose qui existe et qui quelque part est indéniable, et je crois que c'est sur ce point qu'il faut jouer. Et donc, ça m'amène à mon deuxième point sur l'innovation, c'est-à-dire que si on arrive à innover dans ces questions éthiques, si on arrive à être force de proposition, ça sera quand même quelque chose de très positif. Je rebondis juste sur ce qu'on disait tout à l'heure sur le système du lanceur d'alerte, le whistleblowing. Bon, c'est un système qui est quand même de culture anglo-saxonne, qui, quand il est arrivé en France, a posé beaucoup de problèmes, notamment avec la CNIL, parce que c'était deux cultures qui se confrontaient, qui n'arrivaient pas à trouver une solution. Donc il y a des choses intéressantes dans le whistleblowing, mais c'est juste que ce n'est pas complètement adapté au système français, et d'ailleurs ça marche relativement mal en France. Même dans les entreprises, je veux dire. Et donc, plus nous, on arrivera à proposer des actions concrètes en termes d'agissement éthique, de système éthique, je pense que plus ça sera facile pour nous aussi de les appliquer, parce qu'elles seront culturellement beaucoup plus compatibles avec notre manière d'être. Et donc le troisième point, c'est la question de la motivation, c'est-à-dire que moi je suis frappée, mes étudiants sont très inquiets aujourd'hui du monde de l'entreprise, du monde international. Je crois que nous aussi, enseignants-chercheurs, on est très inquiets, parce qu'on est confronté effectivement à des injonctions un peu contradictoires, n'ayant qu'une vie et les jours n'ayant que 24 heures. Et donc, je crois que cette question éthique aussi, elle permet de redonner sens à nos pratiques et à nos choix. Alors, ce n'est pas toujours un système à récompense directe sur nos carrières, mais au moins, ça permet de savoir pourquoi est-ce qu'on fait nos choix et d'être pas tout seul à faire des choix qui sont parfois un petit peu contraignants. Donc ça, c'était sur le premier point, c'est-à-dire que moi, je vois un véritable second souffle, en fait, dans cet engagement éthique qu'on pourrait avoir et qui vaudrait aussi bien pour nos établissements que pour nous, les acteurs de ces établissements en termes de formation et de recherche, que pour nos étudiants. Le deuxième point, qui me semble quand même difficile à Lyon, c'est que il faut arriver à une certaine pluridisciplinarité, c'est-à-dire qu'ici vous avez des gens qui sont plutôt dans le domaine biomédical, des gens qui sont plutôt dans les sciences humaines et sociales, des gens qui sont donc dans les sciences pour l'ingénieur. C'est des cultures différentes. On est dans un contexte français avec des universités et des grandes écoles. Et donc la question, voilà, c'est est-ce que cette pluridisciplinarité qui se décline à différents niveaux, voilà, est-ce que l'éthique, c'est un bon lieu fédérateur? Et je crois que là encore, c'est à nous de le prouver. Je crois que, pour nos amis médecins, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile d'arriver à dialoguer ensemble parce qu'on est dans des cultures différentes. Et donc c'est vrai qu'il faut une volonté politique au niveau de l'Université de Lyon, mais il faut aussi un état d'esprit des différentes disciplines, et ça me semble quand même un point critique, parce que ça fonctionne quand même pas très très bien aujourd'hui sans l'éthique. Alors est-ce que l'éthique, là aussi, permettra peut-être de trouver un angle d'attaque qui puisse être commun? Voilà, je sais pas, mais je pense que ça, c'est une vraie difficulté. Et puis, le troisième point, c'est un avis plus personnel, c'est sur, disons, la raison de ma présence ici aujourd'hui. Je pense qu'effectivement, dans les propositions de Léo,
il y a quelque chose qui correspond à un état un petit peu de transition dans lequel on se trouve. C'est-à-dire qu'on est dans un système qui essaye de trouver, de réaffirmer son identité au niveau international. Et là, je rejoindrai ce que vous disiez sur le quartier de l'innovation, ETS et McGill. Nous, on est dans les mêmes problématiques aujourd'hui à l'École centrale de Lyon, c'est qu'on se rend compte qu'il faut repenser une identité beaucoup plus globale, c'est-à-dire cette vision dont parlait Léo. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que nos établissements, en tout cas c'est le cas vraiment de l'école centrale, ont besoin de se redonner une vision ambitieuse qui ne se pense pas simplement en termes de classement de Shanghai. Donc nous, on s'est donné un petit peu comme vision d'agir dans un environnement incertain et complexe, et que cette incertitude et cette complexité, elle ne soit pas appréhendée à partir de la peur, mais à partir de l'engagement, dans des choix qui sont assumés. Et donc, moi, je pense que l'éthique, il faut l'ancrer dans le monde dans lequel on vit, pas en termes simplement de jugement de valeur, mais vraiment sur les choix d'être acteur dans cette incertitude et dans cette complexité. Merci. Je vais parler d'abord au nom de l'Université catholique de Lyon, et ensuite je ferai quelques remarques en mon nom. Alors en fait, je vais présenter dans le rapport, Léo Coutelec indique que même si l'enquête a été la plus exhaustive possible, c'est un rapport qui reste partiel. Et le fait est que depuis le dernier interview, enfin l'interview qui concernait l'UCLI, a été fait en septembre 2013. Et en fait, depuis, il s'est passé pas mal de choses à l'Université catholique de Lyon. Et donc, je voudrais essentiellement ici apporter un complément d'information pour nourrir la réflexion sur ce qui a été mis en place. Puisqu'en effet, à partir d'octobre 2013, le professeur Thierry Magnin, qui est recteur de l'université, a mis en place une équipe qui s'appelle Épistémologie et éthique des sciences et des technologies, qui est pour l'instant une petite équipe, mais vous allez voir qu'il y a déjà un certain nombre de choses qui ont été faites et qui me paraissent intéressantes par rapport aux sujets qui ont déjà été abordés. Donc cette équipe est constituée, tout le monde n'est pas à 100% loin de là, mais donc par Monsieur Magnin, par Béatrice de Montera qui a été recrutée l'année dernière, par Noël Favet et par moi-même, donc Sylvie Alouche. Parmi les activités de recherche, il y en a certaines qui ont été mentionnées par Léo Coutelec. Donc, il y a notamment eu l'organisation du colloque international éthique et technologie du vivant en novembre 2013. Et les actes du colloque sont parus là tout récemment chez Vrin. Bon, je passe les détails parce que j'imagine qu'on n'a pas énormément de temps. Et je suis à votre disposition pour vous en donner davantage si nécessaire. Nous avons aussi un certain nombre d'axes, disons, qui sont plus individualisés. Monsieur Magnin est lui-même membre de l'Académie des technologies depuis janvier 2014 et il se concentre sur l'éthique des nouvelles biotechnologies et le management éthique des innovations. Béatrice de Montera travaille en particulier sur la vulnérabilité du vivant pour fonder une éthique et elle travaille sur les notions d'épigénétique en rapport avec la notion d'identité et collabore avec l'Institut Cochin. Noël Favet travaille sur l'anthropologie morale à partir de l'interprétation des textes religieux et une éthique qui serait une éthique de la limite. Quant à moi, j'ai mon concentre sur 3 axes dans le prolongement de mes recherches antérieures. Transhumanisme, éthique des neurosciences et art et sciences. D'accord, on regardera parce que là, on ne va pas rentrer dans tous les listings parce que sinon... Ouais. Alors juste quand même, je mentionne rapidement. Vous inquiétez pas, là je vois que... Est-ce que je vois les PowerPoint? Non, mais je ne vais pas tout lire. Alors, une des choses qui a été développée, c'est donc l'ANR Métagénopolis depuis 2012, qui concerne le microbiote intestinal et les enjeux éthiques de ce microbiote intestinal. C'est en collaboration avec l'INRA. Il y a aussi, depuis juin 2014, une collaboration dans le cadre d'un GDR-CNRS sur la biologie de synthèse et la biologie des systèmes.
en collaboration notamment avec l'Université de Toulouse et Vincent Grégoire Delory. Plus particulièrement, je pense, en tout cas, qui nous paraît vraiment intéressant par rapport au projet qu'on développe ici, le projet Innovethics depuis 2013, qui était une collaboration avec le CRESO, donc qui apparaît dans les paysages de l'éthique. Mais sans rentrer dans le rajout justement de choses, parce qu'effectivement, certainement qu'il faudrait le remettre à jour, ça va vite. En quoi, vous, c'est intéressant, parce qu'effectivement, vous êtes une institution où il y a déjà beaucoup de choses, etc. C'est un sujet qui vous tient à cœur. En quoi une démarche fédérale de tous nos établissements avec notre diversité, parce que c'est intéressant, vous l'évoquez, la question de la vision, vous, c'est la question d'être au cœur dans une démarche internationale. Comment on peut faire pour que toutes ces initiatives qui sont dans les établissements, comme l'a évoqué Anne Cambon pour Toulouse, deviennent quelque chose de plus ambitieux à l'échelle d'un territoire? Comment vous voyez cette question? Qu'est-ce que peut vous apporter d'être dans une démarche avec d'autres établissements pour porter cette dynamique? Alors j'y viens. Donc dernier point, voilà, dernière chose, 6e point, le projet européen sur l'éthique de la recherche qui a été déposé en collaboration avec d'autres universités et on attend donc le résultat pour janvier 2015. Je m'arrête là dans le listing. Je suis à votre disposition si vous voulez en savoir davantage et je viens plus précisément donc à votre question. J'y répondrai, je pense, surtout disons en mon nom, en rajoutant que en fait j'ai eu l'occasion, en fait, c'est pas la première fois que je suis à Lyon, même si je viens d'être recrutée à l'Université catholique de Lyon, puisqu'en fait j'ai été à TER pendant 3 ans à l'Université Claude Bernard Lyon 1, et j'ai gardé d'étroites relations avec les gens de cette université, et j'ai aussi, disons, des collaborateurs dans diverses universités à Lyon. Et donc, alors, une première chose, donc, une impression personnelle, c'est que quand j'étais à l'Université Claude Bernard Lyon 1, il y a quelque chose qui me paraît aussi absent du rapport et qui me semble pourtant très important, c'est que le service auquel j'appartenais, qui est le service commun sciences humaines et sociales, qui je pense existe toujours, était submergé de demandes en éthique. Ils sont encore submergés. Et alors peut-être qu'ils sont tellement submergés que du coup ils n'ont même pas eu le temps d'être interviewés pour vous faire part de cette question-là. Eux-mêmes font de nombreux enseignements en heures sup, pas toujours rémunérés, loin de là, et ils sont obligés en fait de répondre négativement à énormément de demandes en matière de contribution éthique à Lyon ou au-delà. Donc ça, je pense que ça peut être... disons, quelque chose d'important à signaler auprès de la commune, c'est qu'il y a de la demande et que pour l'instant, on n'y répond pas ou on y répond mal en exploitant des chercheurs qui ont bien d'autres choses à faire. Donc ça, c'est, je pense, un premier point. Sinon, alors plus concrètement, comment on pourrait mettre en place des collaborations? Moi, en fait, avant de me retrouver, disons, intégrée dans ce projet, il y a une chose quand même qui me paraît toute simple, c'est de faire circuler l'information. Enfin, il y a 2 façons en fait de faire qui peuvent être éventuellement complémentaires. Ça peut être bottom-up et top-down. Mais je pense que si on a envie de convaincre des gens de nous aider, de nous financer, etc., il faut leur montrer qu'on commence à faire des choses ensemble, et ça va passer par une circulation de l'information et le fait de faire des choses ensemble, d'organiser des choses ensemble, de connaître les travaux les uns des autres et d'avoir déjà des dynamiques qui sont mises en place et qui pourront après plus facilement demander à être financées. Donc moi, à titre personnel, c'est quelque chose que j'avais de toute façon envie de faire pour disons, concrétiser et disons, profiter du fait que maintenant je suis à Lyon pour renouer de façon plus concrète le travail avec mes collègues, mais je pense que c'est comme ça que je regarde les choses. Moi, ce que je trouve important quand il y a justement ces créations de comités d'éthique, la présence de comités d'éthique, c'est justement de créer des espaces transitionnels, c'est-à-dire des espaces de rencontre entre des membres pensants, on va dire, en éthique, et puis avec le chercheur. Et ces espaces de rencontre, ces espaces transitionnels, comme leur nom l'indique, entraîne une transformation, une mise en travail
et du coup une réflexion et des questions qui ressortent et qui finalement nous font évoluer. C'est-à-dire qu'ils font évoluer les membres du comité, mais également les chercheurs, et ceci dans le monde de l'expérimentation animale. Alors dans le cadre du comité d'éthique de l'université Claude Bernard, donc c'est un gros comité en expérimentation animale, c'est un gros comité qui regroupe 14 établissements utilisateurs sur les pôles sciences, santé et sport. Alors il faut savoir que l'université Claude Bernard regroupe, j'ai regardé là justement parce que j'étais curieuse, donc 3000 chercheurs, 68 laboratoires. Donc le rôle des comités d'éthique en expérimentation animale, c'est d'évaluer, d'un point de vue éthique, les projets qui utilisent des animaux vivants. Et on le fait selon trois règles, où on prend en compte justement la réduction, le raffinement et le remplacement des animaux de laboratoire. Donc ce comité d'éthique, c'est une instance de l'Université Lyon 1. Ce n'est pas un groupe de travail. Alors, instance, c'est-à-dire que les membres qui constituent ce comité, on est au nombre de 17. Pour créer un comité d'éthique, il faut un minimum de 5 personnes, dont un vétérinaire. Les personnes qui constituent le comité d'éthique ont des compétences particulières, ont suivi des formations réglementaires. Donc, ces 17 membres sont constitués de chercheurs, d'enseignants-chercheurs. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a également des zootechniciens, des techniciens de laboratoire. Donc, il y a vraiment pratiquement tous les corps de métier liés à l'expérimentation animale qui sont représentés. Et c'est extrêmement enrichissant d'avoir différents points de vue, d'avoir des réflexions éthiques avec la personne qui travaille avec l'animal, qui va changer les animaux, donc qui est vraiment en contact, et puis avec un chercheur qui des fois est un petit peu moins en contact, on va dire, avec l'animal, et ça c'est vraiment extrêmement enrichissant. Voilà, donc depuis février 2013, la particularité de fonctionnement, on va dire, du comité d'éthique qui est rattaché au niveau du ministère, qui donnera un avis consultatif auprès du ministère, un avis favorable ou défavorable, et à partir de là, le ministère tranche en fonction du projet et va donner en retour une autorisation ou non d'expérimenter sur ce projet-là. Donc c'est vraiment, depuis 2013, c'est vraiment nouveau. Auparavant, il faut savoir que le comité avait été créé en 1991, donc il y a déjà une vingtaine d'années. Et pour vous montrer que ce n'est pas uniquement une impulsion réglementaire, eh bien quand on était dans ce comité-là, moi ça fait depuis plus de 15 ans que je suis dans ce comité d'éthique, eh bien malgré le fait que la soumission ne soit pas obligatoire, les chercheurs soumettaient leur protocole. Maintenant on les appelle projets, mais c'était protocole, et ça montre vraiment la volonté du chercheur d'avoir un avis éthique, de se faire aider. Et ce rôle-là, malgré la réglementation, parce que c'était on va dire notre peur, c'était qu'on ait trop le rôle du bâton, comme ça, de policier. Et on s'était dit, ça va créer un écart, on n'aura plus de contact. Et non, en fait, on est en lien avec les chercheurs, on les conseille. Et il y avait auparavant une méfiance de la part des chercheurs quand ils soumettaient leur projet, puisqu'ils avaient peur justement que l'avis ne soit pas favorable. Au début, il y avait un petit peu d'agressivité. Finalement, petit à petit, il y a des liens qui se sont mis en place. Et maintenant, il y a vraiment une demande et une vraiment très très bonne communication. Mais qu'est-ce que justement une plateforme gérée par plusieurs établissements pourrait vous apporter ? Parce que vous avez finalement déjà un fonctionnement qui... Oui, alors, nous, il faut savoir que le comité fonctionne avec le bénévolat, c'est-à-dire c'est une instance, ce comité, ce n'est pas un groupe de travail, donc il n'y a pas de décharge. Et on nous octroie une secrétaire pour fonctionner, et en fait, on aurait vraiment besoin de moyens. Moyens justement par la possibilité de faire des séminaires, des rencontres. Voilà, moyen également par la possibilité de se former également. Et surtout de promouvoir justement l'éthique et
par des séminaires, par des réunions, par des formations. Et vous, votre propos, il est plus comité, effectivement, la question des formations, comme il évoquait. Tout à fait. Oui, aussi, ouais. c'est... Par le développement des formations, d'avoir les moyens de développer. Dans la journée que nous avons eue, très riche en débats, les choses qu'il faudra prolonger, c'est à la fois le sous-texte philosophique du rapport, parce qu'il y a un vrai contenu philosophique. C'est peut-être dommage qu'on ne soit pas assez rentré dans la réflexion sur ce que veut dire penser l'éthique sur un site comme Lyon-Saint-Étienne. Et puis il faut parler politique. Il faut savoir ce qu'on va dire à nos instances, ce qu'on va dire à nos tutelles. Est-ce qu'on va peser pour faire prendre des décisions? Et je crois que là, on a ces deux échelles à penser en même temps. Il me semble qu'en effet, bon là on a pointé ce qui n'était pas dans le rapport, je veux bien, mais il y a déjà tellement de choses dans ce rapport qu'il faut qu'on en parle aussi. Il y a des choses sur lesquelles il faut qu'on s'appuie. Voilà. Il faut qu'on aille chercher dans ce rapport, et pas simplement dans ses conclusions, des arguments pour dire aux établissements du site que l'éthique, ça n'est pas une bulle qui va faire joli sur le sommet de la commu, ça doit être intégré à la réflexion sur ce que veut dire faire de la science et former des étudiants ensemble. Et là, il faut qu'on arrive à trouver quelque chose. Il me semble que le mot-clé, qui n'a pas tellement été souligné encore, c'est la notion d'éthique embarquée. Et je trouve que cette idée d'embarquer l'éthique dans les formations, dans la recherche, dans la gouvernance, dans les projets, dans la restitution à la société, on a là un mot suffisamment plastique qui nous permet de dire que voilà, l'éthique, elle n'est pas dans une case quelque part, elle peut être partout, et si elle est partout, elle peut à la fois évidemment contribuer au débat général, mais il faut qu'elle justifie ce qu'elle a à dire et à apporter partout, ce qui est un défi assez redoutable aussi. Je crois qu'il faut qu'on mesure le changement historique qu'on est en train de vivre sur ces questions-là. Alors voilà, je ne suis pas là en historien, mais pour dire les choses un petit peu de manière abrupte, hein, il n'y a pas si longtemps que ça, il aurait été impensable de mettre autour d'une même table des gens qui travaillent en sciences exactes et en sciences médicales et des chercheurs en sciences sociales. Parce qu'on avait... l'idée, c'était que du côté des sciences exactes, il y avait des enjeux déontologiques, mais dans une acception assez positiviste finalement, de ce que la science doit faire ou ne pas faire, alors que du côté des sciences humaines et sociales, on était dans des querelles de chapelle, d'école, dans des questions d'enjeux idéologiques, sur ce qui se fait, ce qui ne se fait pas en sciences sociales. Voilà, on travaille du côté du mouvement social ou du côté du patronat. Enfin, c'était ça dans mon université, la réflexion éthique. Voilà, c'était incompatible, c'était incommensurable. Et là, on passe de cette opposition entre idéologie et déontologie à un mot-clé transversal qui est éthique. Et ça, voilà, l'éthique, c'est pas simplement la partie réflexive de la morale, c'est aussi un mot transversal sur tous les champs de la connaissance. Et ça me paraît très important. Alors, si je reviens juste un instant sur cette notion d'éthique embarquée, le mot embarqué, qu'on l'utilise comme cela, qu'on aille chercher une référence du côté du réenchâssement, du réencastrement, hein, qu'on aille chercher des choses du côté des sciences de l'immersion, des sciences de la participation, de la co-construction, on a toute une gamme de pratiques épistémologiques qui sont convoquées. Et donc on n'est pas simplement dans l'éthique qui vient avant le protocole de recherche ou qui vient vérifier après, on est dans l'éthique qui construit du questionnement aussi. L'idée, c'est de faire de la meilleure science avec de l'éthique. Hein. Et ça, c'est un enjeu très important. Et il me semble aussi que, voilà, quand je dis par les philosophies et par les politiques, il y a quelque chose qui a été sous-jacent, que je sens dans le rapport de Léo, mais que, pour le coup, voilà, c'était pas la commande. Mais il me semble qu'on a deux manières de voir le paysage. Hein. On a soit un paysage tranquille, c'est plutôt celui que tu as choisi dans la première illustration, où finalement, on dirait que, voilà, à part quelques dérapages, gens pressés ou pas très honnêtes à la marge, il y a une éthique quasiment naturelle à la démarche scientifique. Ça, c'est plutôt quelque chose qui irait dans le courant d'une conception libérale de la science, hein, où on a simplement assuré un marché concurrentiel libre et non faussé de la production scientifique, avec voilà, que les excellents gagnent et que les autres aient moins de crédit. Et voilà, dans ce cas-là, l'éthique servirait juste voilà, à faire la police des bonnes et des mauvaises pratiques. Et puis, on peut se rappeler qu'il y a eu d'autres époques
où la philosophie a pensé de manière un peu plus anxieuse le travail des sciences dans la société, le rapport des sciences à l'État, le rapport des sciences au pouvoir, que ce qui nous vient de la pensée de l'école de Francfort, de la théorie critique, vise à dire que même dans la démarche de la science de bonne volonté qui veut faire le progrès de l'humanité avec un P majuscule, eh bien, il y a des choses inquiétantes et qu'il faut avoir une réflexion éthique à l'intérieur de la démarche scientifique, pas simplement aux marges de ce qu'il faudrait corriger. Et donc voilà, ça il faut qu'on décide si dans les projets qu'on veut porter à l'échelle de la commune, on est dans une conception optimiste, libérale des sciences, ou si on a un questionnement un peu plus dense sur ce qu'est la science dans la société. Et donc voilà, en tout cas de mon point de vue, ce que ce rapport éclaire, c'est qu'on a un choix effectivement à faire, pas simplement tactique pour dire, voilà, pour faire exister l'éthique, elle doit être là ou là dans l'organigramme, mais on a un vrai choix philosophique et politique pour dire qu'il nous semble que l'éthique, pour qu'elle se rende indispensable et qu'elle soit partagée par les acteurs, il faut qu'elle soit au cœur des questions de recherche, au cœur des formations, et donc il faut qu'elle soit à la fois transversale aux établissements, transversale aux disciplines, et que donc elle trouve sa place là où on va traiter des questions transversales. Et pour moi, effectivement, le lien avec sciences-société, il se fait par là. Donc, ma question, c'est comment penses-tu, en perspective de ce problème structural, de structure épistémologique, comment penses-tu concilier ce rapport-là, et pourquoi ce choix, il me semble, minimaliste et peut-être qu'il manque d'audace? Oui, merci beaucoup Alex pour ces remarques et ces questions. Et merci pour toutes les réactions, c'est extrêmement riche. Je ne peux pas réagir en fait à tout. Mais en répondant à ta question, je vais essayer de faire écho à ce qui a été dit. Mais ça ne va pas être simple. Mais tu parles d'une structure épistémologique cloisonnée en discipline et en spécifique qui empêcherait finalement d'aborder une question éthique de façon plus transversale. En fait, je ne crois pas. Je crois que justement, la mutation que l'on est en train de vivre, c'est une mutation épistémologique qui fait que les disciplines aujourd'hui, même si institutionnellement elles restent très fortes par les sections, etc., et puis par la reconnaissance institutionnelle, les objets auxquels nous avons affaire aujourd'hui sont par nature transdisciplinaires. Et on se rend compte de plus en plus qu'il est impossible de traiter les objets des sciences et des techniques contemporaines par les disciplines. Prenons des exemples, l'obésité, Alzheimer, le cancer, les OGM. Toutes ces questions-là sont des questions par essence qui décloisonne les disciplines. Et donc je crois que l'épistémologie, la mutation épistémologique à laquelle nous sommes en train de vivre, c'est justement celle qui remet l'objet au centre et les disciplines aux marges, alors que l'épistémologie classique que tu cites mettait la discipline au centre et la discipline créait ses objets. Okay ? Voilà. Et effectivement, dans ce cadre-là, où la discipline crée ses objets, en mobilisant ses théories, en mobilisant ce que Kuhn appelait ses paradigmes, etc., effectivement, l'éthique, dans ce cadre-là, ne peut être qu'une déontologie disciplinaire. Mais si l'objet redevient au centre, ce qui est le cas aujourd'hui, pour aborder un sujet que je traite actuellement dans mes recherches, qui est Alzheimer, il est tout à fait impossible aujourd'hui de comprendre ce phénomène-là sans décloisonner les disciplines, sans mobiliser la psychologie, sans mobiliser l'éthique, sans mobiliser toutes les pratiques de soins, la recherche clinique, en plus de l'imagerie, en plus de la génétique, en plus de la neuropsychologie, ce qui sont les disciplines classiques mobilisées. Donc je crois que l'éthique, justement, elle intervient aujourd'hui dans un contexte épistémologique très favorable, où justement elle devient cette science des frontières disciplinaires. Cette science qui permet justement de comprendre un phénomène lorsque les disciplines entre elles ne peuvent plus le traiter complètement. Voilà. Donc je pense justement que nous sommes dans une bonne période, mais il faut bien comprendre cette mutation épistémologique, et là je suis d'accord avec toi sur cet aspect-là. Alors après, sur le parti pris de la formation, le fait de se concentrer, pour cette fois-ci j'ai été un peu pragmatique, ce qui n'est pas souvent mon cas, mais pour cette fois-ci j'ai été pragmatique en me disant, parce que j'avais pensé au début à un module de formation qu'on aurait pu insérer dans les masters 1 et 2. Master pas simplement en recherche mais pro, de 35 heures en mobilisant toutes les compétences présentes au sein de l'Université de Lyon, et de proposer ça finalement aux établissements. Voilà. Bon, je ne l'ai pas mis, mais c'est dans les
dans mes notes, et peut-être ce serait quelque chose qui pourrait être remis, pour vraiment pointer la formation doctorale, parce qu'il me semblait que s'il y avait une chose à faire en formation qui devait être entendue, c'est ça. Voilà. Donc c'était peut-être plus une question stratégique en disant c'est pas normal aujourd'hui qu'il y ait 900 docteurs à l'Université de Lyon qui sortent sans avoir jamais entendu parler d'éthique de la recherche. Même si je suis d'accord avec toi, il faudrait prendre les choses dès la première année pour vraiment être cohérent. Bon. Donc voilà, après on peut discuter, tout ça, ça peut évoluer. J'avais aussi réfléchi à ce module de formation qui aurait pu s'insérer dans les autres, dans des masters existants. Sur ce qui a été dit aussi précédemment par Michel Leduc, Anne Combon-Thomsen, puis ça a été repris, je crois que ce qui manque actuellement, c'est une forme finalement de relocalisation du questionnement éthique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le CNRS est en train de créer une charte, a fait un guide de bonne pratique, émet des avis qui sont extrêmement intéressants. Le CCNE est à son 123e avis. Enfin, je veux dire, c'est une science énorme. 123 avis du CCNE, vous les lisez tous, c'est formidable. Mais ça n'infuse pas localement. Et je crois qu'il ne faut pas recréer un code, il ne faut pas recréer des guides de bonne pratique ni des chartes, mais il faut essayer de créer des lieux où l'on puisse, comme le disait Pierre, transformer, avoir des pratiques transformatrices au quotidien, dans la recherche, et ceci dans une visée. Voilà. Donc je pense que l'idée de créer un outil, un dispositif comme Piersu, c'est véritablement ça, c'est créer les conditions localement pour une réappropriation par les acteurs des questions éthiques qui par ailleurs se posent au niveau national et international. Ça, c'est pas un problème. Et puis une chose que je voulais dire, c'est l'importance d'effectivement de ce qu'a dit Sarah Carvalho, et puis de ce qu'a dit aussi Francine Verrier sur la question finalement de l'innovation, mais de la qualité de l'innovation. Ça me semble fondamental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut essayer de faire passer le message que l'éthique est en quelque sorte augmente la qualité des connaissances et de l'innovation, plutôt que la ralentit, la juge, la limite. L'éthique comme une dimension à part entière des processus de recherche et d'innovation qui vont faire que les savoirs et les objets que l'on crée sont plus pertinents. Et le concept de pertinence ne sera plus simplement une pertinence épistémologique, mais aussi une pertinence sociale et éthique. Et c'est du coup le concept de qualité qui effectivement se globalise. Et je pense que si on arrive à faire comprendre ça, alors l'éthique pourra devenir quelque chose qui deviendra naturel et qui infusera véritablement dans les pratiques. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on attend de la commune? On attend, j'imagine, des sous, un local, des postes. Enfin, quel est l'objectif en fait là qui est visé? On parlait de vision, on parlait de qualité de recherche, on parlait, voilà, il y avait donc la commune, on la voit pas comme une source de moyens, on la voit comme quelque chose qui porte, qui justement permet d'être dans une approche transdisciplinaire par rapport. Je pose ma question autrement. Il y a un certain nombre de choses qu'on peut déjà faire tout seul, sans la commu, enfin même si la structure n'existait pas, c'est-à-dire créer une liste de diffusion, s'informer les uns les autres de ce qu'on fait, aller assister aux conférences des uns et des autres, peut-être entreprendre des projets de recherche ou faire en sorte que, parce qu'on a déjà tous beaucoup de travail, donc faire en sorte, sans se rajouter de travail, de faire en sorte que les choses peut-être soient un petit peu plus collaboratives et convergent. Donc il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire, et moi de mon expérience en fait il y a beaucoup de choses que je fais, disons les choses les plus intéressantes que je fais sont souvent en fait de cet ordre-là, c'est-à-dire que c'est des collaborations entre personnes, et surtout moi je suis philosophe, finalement on a besoin de temps essentiellement pour pouvoir faire avancer nos choses, et c'est pas ce qui est le plus facile à avoir. Donc il y a ce qu'on peut faire de notre côté, et il y a la façon dont la commu pourrait nous aider à mettre en place ces choses, ces choses qu'on voudrait faire ensemble. Alors, juste pour reprendre ce que disait Pierre et peut-être répondre à votre question, c'est que
je pense que la commu, elle a besoin de projets fédérateurs parce qu'elle a besoin d'une identité forte. C'est-à-dire qu'elle a besoin de choses qui motivent à la fois les établissements, les individus à vouloir travailler pour la commu. C'est-à-dire que la commu, elle est un peu dans la même situation que nous, c'est-à-dire qu'elle existe, mais enfin, elle existe pas non plus très bien pour le moment. Donc, je pense que quelque part, elle a autant besoin de nous qu'on a besoin d'elle et que pour le moment, on a besoin d'un projet. Et que l'éthique peut nous aider à définir ce projet parce qu'on est dans une situation un petit peu... Enfin, crise, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, ce que disait Léo, c'est qu'on travaille dans d'autres dimensions. Alors, on travaille effectivement à l'international, on travaille sur des objets complexes, on travaille dans un contexte incertain, on travaille dans un contexte où la société civile est entrée par la grande porte et bouscule complètement notre autorité, notre légitimité. Et donc, je crois que là, on a quelque chose à jouer qui permettra de remotiver tout le monde sur la commu, mais aussi sur le sens de l'université aujourd'hui, le sens des grandes écoles. C'est ce que disait Léo, c'est que l'éthique comme approche pour la question de la responsabilité sociale de l'université. Je pense qu'il faut montrer l'intérêt qu'il y a à relier les questions d'éthique à celles des relations sciences-société, sans forcément être très précis sur comment ça peut s'insérer dans un service ou pas. C'est pas ça la question. Mais globalement, le lien entre les deux, je pense que ça sera d'une part l'originalité de ce qu'on peut faire, et je crois que c'est nécessaire dans le contexte actuel, parce que l'éthique peut permettre de délier un certain nombre de malentendus qu'il y a dans ces débats entre science et société. Souvent, il y a un décalage, parce que le lieu dans lequel on discute n'est pas justement ce lieu de la transitionnelle, ou n'est pas un lieu où les questions sont posées d'une façon à réfléchir sur les valeurs et les finalités, mais où il y a une sorte de face-à-face entre la production scientifique, où finalement c'est soit un produit si on est dans l'innovation, soit une connaissance si on est dans la recherche, et un jugement de la société civile par rapport à ça. Il manque des intermédiaires dans cette relation sans société. Et parmi ces intermédiaires, il me semble que l'éthique a toute sa pertinence pour justement sortir d'un face-à-face et mettre de l'épaisseur en faisant émerger des valeurs et des finalités dans une discussion collective. Finalement, qu'est-ce qu'on veut ? Voilà, qu'est-ce qu'on veut ? Et donc, je crois qu'il y a aussi à faire passer ce message que la dynamique science et société et la dynamique autour de l'éthique et de la responsabilité sociale, en fait, ont tout à gagner à avancer ensemble. Voilà. Alors, ça après, comment ça peut se traduire concrètement, ça, je ne sais pas, c'est pas la question, mais cette société civile qui émerge et qui bouscule, je pense qu'on ne peut plus ignorer ça aujourd'hui. C'est-à-dire que si on veut mettre une politique structurante à l'échelle d'une communauté, dans l'enseignement supérieur et la recherche, on ne peut pas passer à côté de ça. Et donc il faut véritablement le prendre au sérieux. Et c'est pour ça que par rapport à toutes les propositions de création de comités d'éthique de la recherche à Paris 1, à Toulouse, à Grenoble, etc., ils n'ont pas du tout pris en compte ces questions-là. Et voilà, dans la proposition, il y a vraiment cette création d'un comité d'éthique citoyen ou d'ateliers collaboratifs de recherche-action qui aurait un rôle équivalent à celui d'un comité d'éthique où les deux s'enrichiraient mutuellement. Je pense que ça, faut vraiment tenir là-dessus. Parce que sinon, on aura un peu perdu, non pas 5 ans, je pense, mais beaucoup plus sur le débat science-société. Voilà. Donc, s'il y avait deux choses finalement à faire passer aussi comme message, il me semble que ça serait, il nous faut une vision. Il faut une vision, et il faut relier cette question-là de l'éthique aux problématiques science-société. Je pense qu'il y a de l'innovation en éthique, et ce que j'aimais bien, c'est cette idée de recherche-action. Donc je pense qu'en France, on n'est pas du tout dans la logique d'avoir des spécialistes d'éthique, et clairement à Lyon, c'est pas, quand on nous voit, nous, on n'est pas des spécialistes de l'éthique, donc je ne pense pas du tout que ce soit notre culture. Et assumons cette culture, voilà, c'est pas la même effectivement au Québec. Mais par contre, soyons innovants sur ce qu'on peut proposer en termes d'éthique. Donc il y a des choses qui existent, c'est pas la peine de les réinventer. Donc le COMETS avec tout son code, enfin bon, voilà. Par contre, il y a des choses qui n'existent pas. Je pense que cette idée, voilà, des ateliers, des friches de l'éthique, c'est quelque chose qui est innovant. Parce que, mais forcément, on ne sait donc pas très bien ce que ça donnera. Mais je pense que c'est un lieu de discussion. Il y a eu cette discussion sur le béotien. Bon, voilà, c'est quelque chose qui va arriver. Et peut-être qu'il y aura des méthodologies qui en ressortiront. Peut-être qu'il y aura des questionnements, des structures, des lieux qui vont émerger à partir de ça. Donc, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, moi, je verrais bien une déclaration un peu philosophique sur ce qu'on pourrait avoir comme identité de l'Université de Lyon sur son positionnement éthique. Et puis, voilà, 2-3 propositions. Donc, je trouve que la plateforme est
demande peut-être à être encore un petit peu plus définie dans sa structuration et dans son interaction avec Sciences et Sociétés, l'Université de Lyon, les différents établissements. Bon, mais ça, c'est quelque chose. Et après, je pense que si on a 2-3 propositions comme ces ateliers friches de l'éthique, ce module d'enseignement, je pense que les gens, c'est des choses concrètes qui, à mon avis, sont tout à fait susceptibles d'être acceptées. Bon. Donc, je pense qu'on va faire un peu une synthèse de tout ce qui aura été dit et puis voir après quel groupe de travail est prêt à reprendre peut-être un point de vue d'un manifeste, quelles propositions garder. Et je pense que voilà, dans les 6 mois, il faut qu'il y ait déjà une esquisse de quelque chose pour déjà interpeller en disant voilà, il y a vraiment une volonté forte dans les établissements.